C'est tout à fait incroyable. Figurez-vous, nous sommes en 1848 et la Belgique est toujours debout. Rien n'a été simple durant ces premières années d'indépendance. Personne, ou presque, n'aurait osé parier un centime sur les chances de ce petit pays cousu de toutes pièces. Ça ne devait pas tenir. Et voilà que ça tient. Mais attention, ça pourrait bien casser. Il y a de la révolution dans l'air un peu partout en Europe. Nous sommes très exactement le 26 février 1848. Il est 7h30 ce mardi-là. Un majordome presse le pas dans les couloirs de la résidence de Charles Rogier, le chef du gouvernement belge. À la même heure, à 2 pas de Courtrai, une famille de paysans est à l'ouvrage. Il faut filer et tisser le lin à la main. La journée sera longue et pénible. Dans une filature gantoise, les métiers à tisser ultramodernes imposent déjà leur cadence infernale. Le progrès, on ne l'arrête pas. Pendant ce temps-là, Paris est sans dessus-dessous. Le roi Louis-Philippe vient d'être renversé. La République est proclamée. La lettre que le majordome remet à Rogier est signée Victor Considérant, un vieil ami, français, républicain précisément. Mais que lui veut-il? Mon cher Rogier, un ébranlement général emporte l'Europe. La cause des rois est perdue. Celle de la République l'emporte partout. Allez trouver Léopold, exposez-lui la situation. Votre roi était utile quand l'Europe était monarchique. Aujourd'hui, la nation peut croire qu'il ne l'est plus. Un vent s'est levé plus puissant que les ouragans des tropiques. Il va faire tomber les couronnes comme les feuilles sèches en automne. Ce vent plus puissant que les ouragans, c'est la Révolution, vous l'avez deviné. En février 1848, elle se déchaîne sur toute l'Europe. On dresse des barricades, la poudre parle et le sang coule partout. De Prague à Varsovie, de Vienne à Rome, les peuples se soulèvent et veulent balayer les monarchies au pouvoir. En France, le roi Louis-Philippe est en fuite. C'est le père de notre reine Louise-Marie. Sale coup pour son mari Léopold Ier qui perd un appui précieux et qui pourrait bien commencer à s'inquiéter pour son avenir. C'est que Paris n'est pas loin. Comment va réagir le gouvernement de Rogier et le peuple? À Bruxelles, une poignée de manifestants défilent au cri de « Vive la République! Vive la République !» Mais Rogier s'en fiche. Une République en Belgique. Il n'y croit pas une seconde. À la poubelle la lettre de Victor Considérant. Le 1er mars 1848, l'hémicycle de la Chambre retentit de grandes envolées patriotiques. Auguste Delfosse, un député libéral de Liège, se lève et va saisir l'occasion pour prononcer le plus vibrant discours de sa carrière. Conservons intactes les libertés dont nous jouissons. Et si, comme on nous l'annonce, la liberté française doit faire le tour du monde, elle n'a plus besoin de passer par la Belgique. Vraiment, ils n'en veulent pas, nos députés de la République à la française. Qu'ils soient catholiques ou libéraux, ils sont unis pour défendre la couronne et leurs privilèges. D'autant que le bruit court avec insistance que les Français veulent nous annexer une fois de plus. Évidemment, il n'en est pas question. Encore faut-il calmer la rue. Rogier prend le taureau par les cornes. La circulaire qu'il écrit au gouverneur de province ne laisse aucun doute sur ses intentions. Des événements de la plus haute gravité se passent dans un pays voisin. La Belgique, neutre et indépendante, doit veiller avec fermeté et vigilance sur les institutions libérales qu'elle s'est données. Il importe d'empêcher toute agitation. Monsieur le gouverneur, veuillez fixer immédiatement l'attention des administrations communales sur la surveillance des étrangers et la vérification la plus rigoureuse des passeports. Et ça ne traîne pas. La Belgique se transforme en état gendarme. On arrête des gens favorables aux idées républicaines. Des étrangers suspectés de troubler l'ordre public sont expulsés. Comme cet Allemand, en exil à Bruxelles. Il s'appelle Karl Marx.
Il vient d'achever son manifeste du Parti communiste dans lequel il dénonce l'exploitation des ouvriers par la bourgeoisie. Marx est arrêté et reconduit à la frontière. Mais ce n'est pas tout. Des affiches républicaines sont placardées à la va-vite. Et à Paris, 2000 ouvriers belges sans travail décident de rentrer au pays dans des trains bourrés de munitions. Ils réclament le suffrage universel et veulent chasser Léopold Ier. Le 25 mars 1848, au poste frontière de Risquons-Tout, l'armée belge stoppe net cette légion improvisée. L'affrontement est violent. 30 morts et des dizaines de blessés. La révolution est un flop. Charles Roger a réussi son pari. La Belgique a tenu le coup. Mais des réformes s'imposent. D'une part, on va élargir considérablement le corps électoral. On va donc abaisser le sens. Il fallait donc atteindre un certain montant d'impôts direct pour pouvoir voter à l'époque. On va abaisser ce montant d'impôts de manière à doubler le corps électoral. Alors, quand je dis doubler, soyons quand même modestes, avant 1848, 1% de la population était électeur, après 1848, 2%. On va aussi, ça c'est une mesure extrêmement importante, on va abroger le droit de timbre qui pesait sur la presse. La presse était soumise à une taxe qui rendait le journal extrêmement coûteux. Et donc, on libère véritablement la presse et on permet à une presse, notamment une petite presse démocratique, de vivre et de prospérer. Et enfin, on va véritablement épurer, entre guillemets, le Parlement en interdisant désormais le cumul entre une fonction rémunérée par l'État et un mandat parlementaire. Ça veut dire qu'on vide véritablement le Parlement de tous les fonctionnaires et aussi des ecclésiastiques. Le roi, quant à lui, n'a plus aucune raison de s'inquiéter. Aux yeux des grandes puissances, la Belgique sort renforcée des événements de 48. Une chose pourtant commence à l'irriter au plus haut point. La lutte des partis. Entre catholiques et libéraux, c'est la brouille. L'unionisme qui a permis l'indépendance a du plomb dans l'aile. À la Chambre, ça la saute aux yeux. Les catholiques sont assis à droite de l'hémicycle, les libéraux à gauche. L'Église a toujours été hostile aux libertés démocratiques modernes. Elle exerce une influence considérable à tous les niveaux de l'État. Les libéraux, avec l'appui des loges maçonniques, veulent séparer l'Église de l'État. En finir notamment avec l'emprise de la religion sur l'enseignement. L'État doit donc créer des écoles laïques et en assurer le bon fonctionnement. Voilà le credo libéral, diamétralement opposé au credo catholique. Tout, bien sûr, entre catholiques et libéraux sera sujet de bagarres dont on n'imagine même plus actuellement la violence qu'elle a pu avoir, y compris sur le terrain. Très souvent, des manifestations se soldent par des bagarres physiques. On laisse des blessés sur le terrain. Il y a donc là une violence bourgeoise dont on n'est pas assez conscient. On pense toujours à la violence des classes populaires, mais la bourgeoisie est une classe violente et qui, de temps en temps, passe à l'acte. À la moitié du XIXe siècle, l'affrontement entre catholiques et laïcs n'en est qu'à ses débuts. Il va s'envenimer tout au long des décennies suivantes. Ce fossé est très profond. C'est presque une marque de fabrique de la société belge. D'ailleurs, il est toujours bien présent aujourd'hui. Les catholiques et les laïcs ont chacun leur réseau d'écoles, leurs hôpitaux, leurs mutuelles. Un enseignement débarrassé de la religion, ce que veulent les libéraux, ça colle bien avec l'idéal de la science utile. La science fournit des vérités sûres et vérifiables. Il faut stimuler la recherche et l'enseignement. Il faut aussi se préoccuper des classes populaires, leur donner les moyens de s'instruire. On va donc créer des bibliothèques publiques, une belle idée. Encore faut-il savoir lire. En octobre 1864, une jeune femme fait scandale à Bruxelles. Isabelle Gatti de Gamont fonde la première école laïque pour filles. Et rendez-vous compte, elle veut préparer les femmes à entrer à l'université. Mais du jamais vu.
que les femmes quittent leur casserole et qu'elles s'instruisent en plus. Mais pour les catholiques, alors c'en est trop. Tout mouvement d'émancipation commence toujours par l'enseignement. Vous ne pouvez pas avoir un mouvement d'émancipation si vous n'avez pas d'abord des cadres qui vont porter ce mouvement. Et tant que les femmes n'étaient pas conscientes de leur propre infériorisation, tant qu'elles n'avaient pas des cadres féminines, le féminisme ne pouvait pas s'exprimer. Et donc ça, c'est véritablement le rôle de Gatti de Gamon, c'est de fournir des cadres instruits à un féminisme futur. La presse d'opinion relate abondamment la bagarre entre cléricaux et anticléricaux. La caricature politique à cette époque est une arme redoutable. On s'en sert dans chaque camp et à tout propos. Le cimetière lui-même est un terrain d'affrontement. Oh, imaginez-vous ça. L'Église n'en démord pas. Le cimetière, c'est pour les croyants et pour personne d'autre. Dans ce cimetière du XIXe siècle va se poser la question de l'inhumation des personnes n'appartenant plus à un culte. La réponse catholique est toute simple. On renvoie ces individus vers le traditionnel trou des chiens, c'est-à-dire une zone qui est habituellement hors du cimetière et dans laquelle on enterre l'ensemble des réprouvés de la société, que ce soit les suicidés, les divorcés, les condamnés à mort et ainsi de suite. Imaginez, dans l'esprit de ce jeune mouvement libéral qui se développe, ce que signifie être relégué au même endroit que les personnes qui ont été exécutées pour crime. Ce qui fait que dans les années 1860, des sociétés vont se développer pour la protection des droits des libres penseurs. Donc c'est le droit à l'inhumation civile. C'est encore une fois cette grande question, cette grande opposition entre la tradition et la modernité. Une découverte fascinante va marquer cette époque, la photographie. Mise au point par le français daguerre, elle va changer notre regard sur le monde, clichés d'époque sur nos villes, nos villages et les gens de chez nous. Les Belges prennent l'habitude de coller de petites vignettes sur leur courrier. Les premiers timbres adhésifs datent de 1849. Ils sont frappés à l'effigie de Léopold Ier. Dans la famille royale aussi, on s'écrit. La reine Louise-Marie, en cure de santé à la côte, communique régulièrement avec son jeune fils Léopold, le futur Léopold II. Ostende, 1er mai 1850. Je te remercie de tout mon cœur, mon bon Léo, de tes 2 bonnes petites lettres. Mais j'ai été fâchée d'apprendre que tes bulletins ne sont pas très bons. J'espère qu'ils seront meilleurs ce mois-ci. Je continue à aller mieux, mais je suis encore souffrante et justement triste d'être loin de vous. Tout à toi, je t'embrasse. De santé fragile et délaissée par son époux, Louise-Marie, la première reine des Belges, s'éteindra quelques mois plus tard, le 11 octobre 1850. Elle avait 38 ans. Oui, c'est ainsi. Funérailles nationales pour la reine, misère noire pour les Flamands. À cette époque, le nord du pays manque de tout. Les gens n'ont plus rien à manger. Plus de travail, plus rien. Rêver à un avenir meilleur leur paraît même impossible. Leur détresse est immense, totale. Les toiles de lin mécanique produites à bas prix dans les filatures anglaises arrivent en masse sur le marché belge. C'est la mort du filage manuel qui faisait vivre un grand nombre de familles. Entre le rouet et les machines ultramodernes, le combat est inégal. Comme des milliers d'autres paysannes flamandes, Marieke file le lin à domicile avec son mari et ses enfants. Elle travaille sans relâche, mais c'est en pure perte. Les marchands n'en veulent plus de son drap, beaucoup trop cher. Cette situation est décrite dans un rapport transmis au gouvernement. Écoutez plutôt. Les fileuses et leurs familles souffrent beaucoup dans le district de Courtrai. Celle de Morslade, qui gagnait 5 sous, n'en gagne plus qu'un. Dans la maison des tisserands, on n'aperçoit qu'un seul lit, composé d'une paillasse sans drap et d'une couverture en étoupe de lin. Leur maison compte 2 pièces. L'une où se trouve le métier à tisser, l'autre où l'on fait la cuisine et on file. Ils travaillent de 5h30 du matin jusqu'à 10h du soir. L'irrémédiable déclin du filage manuel prend des proportions effrayantes dans le plat pays.
À cela s'ajoute la maladie de la pomme de terre. La patate, c'est la base de l'alimentation, comme le pain, qui atteint des prix exorbitants lui aussi à cause de la rouille du seigle. La famine fait des ravages. Les pauvres sont devenus des mendiants qui déferlent en masse vers les villes. Ils volent pour manger. 300 000 personnes crèvent littéralement de faim. Des familles entières sont décimées par le typhus. Pour empêcher les pillages, il faut barricader les maisons où il n'y a plus âme qui vive. La garde civique est débordée. Les bureaux de bienfaisance sont pris d'assaut. Quelques mesures gouvernementales, trop tardives, n'empêcheront pas les campagnes flamandes de sombrer pour longtemps dans un profond sous-développement. À la moitié du 19e siècle, des dizaines de milliers de Flamands sont contraints à l'exode. Beaucoup gagnaient la Wallonie en plein boom économique, ou bien le nord de la France. D'autres tentent de refaire leur vie en Amérique. La mécanisation, c'est l'avenir. La machine à coudre inventée en 1851 par l'Américain Isaac Singer commence à se répandre à travers le monde. Pendant ce temps-là, si on veut faire trempette à Ostende, mieux vaut respecter le règlement communal. Tricot et pantalon de laine pour les hommes, aïe, long maillot de corps pour les dames, oui. Le temps qui passe a raccourci bien des choses. Victor Hugo est de retour en Belgique. Il s'est installé dans un hôtel au pied du Lion de Waterloo. C'est là qu'il termine Les Misérables. Son roman connaîtra un succès fulgurant. J'ai bien envie de vous présenter un album magnifique si vous ne le connaissez pas. Son titre, La Belgique industrielle. Absolument remarquable. Ce livre a été publié en 1852. C'est un document unique au monde. De superbes lithographies mettent en valeur page après page l'usine modèle, sorte de déesse des temps modernes, image rassurante, idyllique, annonciatrice d'un nouvel âge d'or. Sur le plan industriel, la Belgique des années 1860 est le seul pays européen à pouvoir rivaliser avec la Grande-Bretagne. La prospérité de notre pays repose alors sur le développement exceptionnel des bassins wallons. Charbonnage par centaines, usines métallurgiques, fonderies, verreries. En Flandre, le port d'Anvers, en pleine expansion, joue un rôle déterminant, de même que les grandes manufactures gantoises. Mais l'écart se creuse de plus en plus entre le nord du pays, essentiellement rural, et le sud, en plein essor industriel. Le libéralisme économique triomphe. La bourgeoisie au pouvoir, qu'elle soit catholique ou libérale, partage sur ce point les mêmes vues. L'État met d'ailleurs tout en œuvre pour faciliter la libre circulation des marchandises. La clé du succès, c'est la capacité des usines à exporter. Durant la seconde moitié du siècle, un homme va incarner cette foi inébranlable dans les vertus du libéralisme pur et dur. Walter Frère Orban. Député pendant 47 ans, 2 fois chef du gouvernement, plusieurs fois ministre, il est le chef de file des libéraux. Walter Frère, de son nom, est un Liégeois. C'est un jeune avocat qui est né en 1812 et donc qui est issu d'un milieu relativement modeste mais qui a fait un très beau mariage. Il a épousé Claire Orban qui est une des filles d'un des plus gros industriels liégeois et donc ce mariage va d'une part le propulser dans la bonne société, dans la grande bourgeoisie industrielle liégeoise et d'autre part va lui permettre de se consacrer à la politique et de ne pas devoir gagner sa vie comme avocat. Dès 1846, il s'impose comme l'homme marquant du Parti libéral. Il va le rester jusqu'à sa mort, pratiquement, en 1894. Et donc, c'est quelqu'un qui marque absolument toute la période. C'est un homme qui a une foi totale dans la liberté individuelle. Il ne veut aucune contrainte à cette liberté individuelle. C'est un homme profondément anticlérical et qui veut la séparation de l'Église et de l'État. Et c'est un homme qui n'a
pas du tout de sensibilité démocratique et sociale. Frère Orban a marqué de son influence l'épanouissement du capitalisme en Belgique. Son époque voit naître une nouvelle génération de grands capitaines d'industrie. Gustave Boel dans la sidérurgie, Evans Copé dans les fours à coke, Varroquet dans les mines et la métallurgie, Ampin avec les sociétés de tramway, Nagelmakers et sa compagnie des wagons-lits internationaux. Mais n'oublions pas Ernest Solvay. Le procédé chimique qu'il met au point en 1861 permet la fabrication industrielle du carbonate de sodium, dont on se sert beaucoup dans l'industrie du verre. Solvay fonde un empire industriel qui étendra ses usines aux quatre coins du monde. La révolution industrielle avait été faite par des individus et des sociétés familiales. À partir de 1850, ce sont des sociétés anonymes, avec la participation de banques, qui vont tirer le profit maximum des innovations technologiques qui ont été mises au point dans la période précédente. Donc, il y a des innovations dans le domaine de la métallurgie, de la houillerie, des machines à vapeur, de la mécanique. Ce sont des outils qui sont bien constitués et que l'on va vendre. Et comme toute l'Europe, et même plus que l'Europe, s'équipent à ce moment-là en biens industriels, ces sociétés sont des exportatrices qui débordent largement le marché intérieur et qui donc vont engranger des bénéfices considérables. La Wallonie connaît à cette époque la croissance la plus fulgurante de son histoire. Les innovations se succèdent. L'acier remplace le fer, les moteurs à gaz se généralisent et voici la dynamo. Elle annonce l'avènement de l'électricité. Elle détrônera la machine à vapeur. On la doit à Zénobe Gramme, un autodidacte originaire de la région de Liège. N'oublions pas que la dynamo de Zénobe Gramme, c'est 1870. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ce moment, on dispose d'une source d'énergie incroyablement plus souple, plus modulable, plus transportable, puisqu'un fil suffit, là où autrefois il fallait des courroies, des engrenages, etc. Donc il va, pour nos industriels, y avoir une période extrêmement dure de reconversion technologique. C'est une véritable période de mutation où les industriels plus lucides devancent la nécessité et les industriels moins lucides sont obligés d'être à la remorque. La Wallonie se lance avec enthousiasme dans la grande aventure de l'industrie électrique. Le temps des autodidactes et des bricoleurs de génie est révolu. Voici venu celui des ingénieurs. Maintenant, les grandes entreprises vont faire appel aux ingénieurs. Ces ingénieurs vont entrer dans l'entreprise et ils vont se hisser au poste de commande. On va donc voir quelque chose de très curieux, des hommes d'une origine extrêmement modeste en général, parfois qui font leurs études grâce à des bourses, n'est-ce pas? Eh bien, qui vont se hisser aux premières places dans les entreprises, entrer dans les conseils d'administration, souvent épouser la fille d'un actionnaire et créer eux-mêmes des dynasties industrielles. Donc c'est réellement l'époque des ingénieurs. L'activité industrielle devient si intense en certains endroits que l'usine, le terril, l'habitat ouvrier s'entremêlent. Les paysages sont modifiés, dégradés même. À travers les vestiges qui nous entourent encore aujourd'hui, c'est notre histoire industrielle et sociale qui transparaît. Les grands pays européens continuent à se partager la planète. C'est qu'il y a encore ici et là, en Afrique notamment, des terres vierges à exploiter. Chez nous, quelqu'un le sait très bien. Il est même persuadé que la Belgique pourrait prendre elle aussi sa part du gâteau mondial. En 1860, le duc de Brabant futur, Léopold II, a 25 ans. Jusqu'ici, les Belges ne le connaissent pas. On dit qu'il est de santé fragile et qu'il n'est pas très causant. Son mariage avec Marie-Henriette de Habsbourg n'est pas une réussite sentimentale. On dit aussi que les idées extravagantes du jeune homme inquiètent son père. Mon cher Léo, mon bon enfant, tu es maintenant parvenu à un âge plus mûr. Fais un examen sérieux et intérieur de toi-même. Passe en revue tes dispositions, ta manière de voir les choses et les hommes, tes fautes même.
Comprends-tu quel danger il y a si on n'a pas confiance en toi, si l'on doute de ton jugement? L'héritier de la couronne va-t-il tenir compte des recommandations de son père? Entre eux, le courant ne passe pas. Le père s'est consacré à doter le pays de bases solides. Non, ce qui attire le fils, c'est le vaste monde. Il voyage beaucoup. Le système colonial mis en place par les Hollandais à Java le fascine. Il n'a qu'une idée en tête. Quand il sera roi, la Belgique aura, elle aussi, des possessions outre-mer. Il l'écrit, noir sur blanc, dans son carnet de notes. Il faut qu'un jour le drapeau belge flotte dans les 5 parties du monde. La Belgique doit devenir la capitale de l'Empire belge, qui se composera, Dieu aidant, des îles du Pacifique, de Bornéo, de quelques points de l'Afrique et de l'Amérique, et enfin, de positions de la Chine et du Japon. Voilà mon but. Je suis seul à le poursuivre. En surexcitant la fibre nationale, je me crée des apôtres et des soutiens. Il est vrai que le duc de Brabant, donc le futur Léopold II, est parvenu à s'attacher quelques collaborateurs qui lui seront extrêmement dévoués, mais son père considère qu'il entretient des chimères, et d'ailleurs il y a eu un moment où Léopold Ier était très inquiet sur la capacité de son fils de lui succéder, c'est-à-dire que le duc de Brabant était tellement emporté par ses idées, il était très peu présent en Belgique. Il ne faut pas oublier qu'à la veille de la mort de Léopold Ier, il revenait d'un voyage de 6 mois qu'il avait mené jusqu'en Chine. Le 10 décembre 1865, le roi Léopold Ier s'éteint au château de Laeken. Il avait 75 ans. Un demi-million de Belges assistent aux funérailles. Dès le lendemain, Léopold II prête le serment constitutionnel. Avec lui, la Belgique va changer de visage. Le rêve colonial du nouveau roi mettra 20 ans pour se concrétiser. En revanche, c'est très rapidement que Léopold II va donner libre cours à l'autre passion qui l'habite, celle de l'urbanisme et des grands travaux. Au moment de l'indépendance, 35 ans plus tôt, Bruxelles ressemblait à un gros chef-lieu de province. Le centre de la ville, traversé par le cours sinueux de la Seine, avait encore toutes les caractéristiques d'une cité médiévale avec ses petites rues et ses maisons trapues. Dès la moitié du 19e siècle, la capitale du jeune État belge se métamorphose. De nombreux quartiers sont construits. Leurs avenues rectilignes et leurs belles demeures attirent la bonne société. À 2 pas de la Grand Place, les Galeries Saint-Hubert, un hymne à la modernité. L'architecte Cleusenard a exploité toutes les ressources du verre et du métal. C'est superbe. À partir de 1854, des travaux de grande envergure sont lancés pour équiper la ville d'un réseau de distribution d'eau. Un peu partout, des châteaux d'eau apparaissent sur les hauteurs de la ville. Bruxelles s'affirme aussi comme un nœud de communication. Les routes, le port, les chemins de fer et le business. La bourse devient le symbole de la réussite industrielle du pays. Oh, on est fiers! Avec le palais de justice, on va faire dans le gigantesque, le pharaonique, 17 ans de travaux, le plus vaste chantier européen de l'époque. Un mastodonte, babelesque, dira Verlaine. Schieven architecte, diront les Bruxellois en parlant de Joseph Poulaert. De son côté, l'ingénieur Victor Besne propose un plan d'ensemble pour l'embellissement de l'agglomération. La ville, en pleine explosion démographique, s'étend à vive allure. Elle a besoin d'air, de parcs publics. Léopold II soutient financièrement les travaux. Une division de plus en plus nette de l'espace bruxellois se dessine. À l'est, les quartiers aisés de la bourgeoisie francophone. À l'ouest, les quartiers ouvriers, la zone, à dominante flamande où se mélangent logements insalubres et fabriques en tout genre. De nombreuses industries s'installent à Molenbeek le long du canal.
Une main-d'œuvre abondante y afflue, comme par exemple à la Compagnie des Bronzes, une grande fonderie dont les vestiges ont été préservés jusqu'à aujourd'hui. On y travaille à feu continu pour fabriquer des luminaires, mais aussi de grandes statues à la gloire de nos héros nationaux. On embauche à tour de bras dans les usines métallurgiques, dans les filatures, les tanneries, les brasseries. L'activité est si intense qu'on parle de Molenbeek comme du petit Manchester belge. Au milieu des années 1860, une véritable obsession s'empare des autorités bruxelloises. L'hygiène publique. Je crois qu'il n'y a aucune comparaison possible entre notre époque et ce que les gens vivaient il y a à peine un siècle et demi, dans la mesure où il n'y a aucune mesure d'hygiène véritablement corporelle, disons. Songeons à ces habitations, il n'y a pas nécessairement d'eau courante, donc on ne se lave évidemment pas chaque jour. Même chose pour les vêtements, on ne les lave pas régulièrement, on les lave peut-être tous les 15 jours, 3 semaines. Il y a donc toute une atmosphère olfactive, de sueur, de travail, de tout ce que l'homme peut dégager, que nous avons complètement perdu actuellement. Et puis, il y a la Seine. Cette rivière est un vrai cloaque. Le développement industriel l'a transformée en égout à ciel ouvert. La Seine pue, et quand elle déborde en cas de forte pluie, je ne vous dis pas. Nous sommes en 1866. Une épidémie de choléra, la 5e en 35 ans, frappe une fois encore la Belgique. C'est terrifiant. 40 000 morts, 3 500 rien qu'à Bruxelles. Il faut réagir. Assainir devient le mot d'ordre. On crée des égouts souterrains, on multiplie les fontaines et les bains publics. La police fait respecter de nouveaux règlements. Les déjections de toutes origines sont interdites sur la voie publique. Sous l'impulsion du bourgmestre Jules Anspach, on décide de canaliser la Seine et de la voûter sur 4 kilomètres. C'est un chantier impressionnant. Il commence en 1867 et se terminera par la création des grands boulevards. À Anvers, le 27 août 1866, le flamand est reconnu comme langue officielle par les autorités de la ville. C'est un premier pas vers l'affirmation d'une langue marginalisée sur le plan national. L'année suivante, en 1867, un épicier de Charleroi met en place un réseau de distribution alimentaire à succursales multiples. Son nom est devenu une enseigne toujours bien présente aujourd'hui. Un petit prince est mort. Il avait 10 ans. Comme son père, il s'appelait Léopold. Il était l'héritier de la couronne. Une maladie foudroyante l'a arraché à l'affection des siens. C'était le 22 janvier 1869. Le même jour, un gamin, il aurait pu s'appeler André, descend pour la première fois au fond de la mine. Il a 10 ans lui aussi. Le portrait du jeune État belge en plein progrès industriel et technique a aussi sa face cachée. Celle d'un prolétariat surexploité et sans droit dont les effectifs sont en pleine croissance. Dans l'espoir d'une vie meilleure, des milliers de paysans wallons et flamands prennent le train pour gagner les usines et les charbonnages. On leur octroie des abonnements à tarif réduit. Une classe ouvrière prend forme, mais elle n'est pas encore organisée. Elle n'a pas conscience de sa force. Notre pays accuse un grand retard à cette époque. La sécurité sociale n'existe pas. Se syndiquer, interdit, de même que faire la grève. Les salaires, ils sont maintenus au plus bas. 6 à 8 francs par semaine pour les hommes, la moitié pour les femmes, le tiers pour les enfants. Le développement industriel de la Belgique s'est réalisé sur un véritable dumping social par rapport aux pays voisins, partenaires et concurrents des échanges économiques. La densité de la population qui offre une main-d'œuvre considérable, la mobilisation, comme dans tous les processus d'industrialisation, de la main-d'œuvre enfantine et de la main-d'œuvre féminine, conduit effectivement à une situation de très bas salaire. Les journées de travail sont extrêmement longues, de 10 à 12 heures, parfois plus. Parfois le travail 7 jours par semaine, 4 ou 5 congés par an. Moi, c'est Marguerite. Je suis trieuse au charbonnage de Bois du Luc.
Adrien, mon mari, est mineur de fond. Il travaille avec nos 2 fils. Jacques a 8 ans et Simon vient d'avoir ses 10 ans. Chaque jour, quand je les vois descendre au fond du trou, j'ai mal au cœur en pensant au Grisou. Mon travail, c'est toujours la même chose. Le charbon défile devant moi et avec Anne, mon aînée, on enlève la pierraille. On fait ça toute la journée, du matin au soir. C'est fatigant, mais bon, je ne me plains pas. On a du travail, c'est le principal. Envoyer mes enfants à l'école, vous n'y pensez pas. Sans leur paix, on n'arriverait jamais à joindre les 2 bouts. Tout le monde travaille dans les familles ouvrières, les enfants, filles et garçons, parfois avant l'âge de 8 ans. On les embauche par milliers dans les mines et les filatures, bien souvent au péril de leur vie. Savez-vous qu'en 1869, 3000 enfants de moins de 12 ans travaillent encore dans les mines? Pourquoi? Leur petite taille leur permet d'atteindre des endroits difficiles dans les galeries. Ces enfants gagnent 3 fois rien. Un véritable esclavage qui ne cessera qu'en 1914, quand l'enseignement deviendra obligatoire. Eh oui. À cette époque, la Belgique officielle, celle des nantis, nage en pleine opulence. Elle ne songe pas à améliorer le sort de l'ouvrier. Bien sûr, il y a la charité. Les œuvres de bienfaisance sont très actives, aussi bien du côté catholique que libéral. Oh, on a ces pauvres, on s'en occupe, en veillant à les garder ou les ramener sur les chemins de la vertu. Mais ce qu'il convient de préserver avant tout, c'est l'ordre social établi. Dans la classe laborieuse, les domestiques ne sont pas les moins à plaindre. Ils sont taillables et corveillables à merci. La domesticité connaît un essor extraordinaire dans la seconde moitié du XIXe siècle. Chaque bourgeois doit avoir au minimum sa bonne. Une bonne à tout faire quand on n'a pas les moyens d'avoir des domestiques spécialisés. Et plus on a de domestiques plus spécialisés, plus évidemment on assoit son prestige social. Là, le statut est évidemment à 0. Il n'y a aucun statut pour les gens de métier, ils n'ont aucune protection, donc il n'y a pas du tout de réglementation. Il n'y a évidemment pas de congé du dimanche, ça va de soi, et donc c'est un travail constant, 365 jours sur l'année. Le 2 septembre 1870, la guerre franco-prussienne se termine à Sedan par la défaite cuisante de Napoléon III, l'empereur des Français. Bismarck, le chancelier du roi de Prusse, triomphe. La Belgique l'a échappé belle, nos frontières n'ont pas été violées. Léopold II n'en cessera pas moins de réclamer jusqu'à la fin de sa vie le renforcement dans notre défense nationale. Il sait que la petite Belgique neutre et indépendante ne pèse pas bien lourd face aux appétits de ses puissants voisins. Il y a une autre idée qui ne lâche plus Léopold II. Sur les cartes de géographie de l'époque, il y a encore quelques taches blanches, des terres inconnues. Et justement, il y en a une très étendue, très alléchante, au cœur même de l'Afrique. Le Congo. Son regard s'y arrête. Cet immense territoire le fascine. Il s'en informe, discrètement, méthodiquement. Il veut, ce sont ses propres termes, y planter l'étendard de la civilisation. Un journaliste explorateur d'origine écossaise va puissamment l'y aider. Il s'appelle Henry Morton Stanley. Il revient d'un voyage extraordinaire à travers le continent noir. Voilà l'homme qui convient aux visées de Léopold II. L'explorateur repartira bientôt au Congo pour planter au nom du roi les premiers jalons d'un empire colonial. Dites-vous bien que Léopold II agit à titre privé et en grand secret. Le gouvernement lui-même ignore ce qui se trame au château de Laeken. Le roi va de l'avant, sans tergiverser. Il mobilise sa fortune personnelle, il l'épuise même. La reine Marie-Henriette est très inquiète. Elle le fait savoir à l'un de ses conseillers. Une mère doit penser à l'avenir de ses enfants.
et je n'ai pas de fortune personnelle. Ne pouvez-vous pas aller trouver le roi, lui parler énergiquement en lui représentant ce que deviendrait sa position dans ce pays s'il se ruinait pour cette folle chimère? Marie-Henriette. Au fond, ce qui se passe dans le cas de l'aventure africaine Léopold II, c'est qu'il a, disons, il n'a pas pu mener à bien un plan préétabli. Il a constamment dû saisir des occasions, saisir des opportunités. Donc l'œuvre congolaise, enfin je ne sais pas si de nos jours c'est encore très convenable de dire l'œuvre congolaise, mais cette œuvre congolaise est une œuvre qui est constituée d'une série de coups de poker. On ne trouve pas que du charbon au fond des mines. Le 1er avril 1878, en perçant une galerie au charbonnage de Bernissart, un mineur découvre des ossements fossiles. Des iguanodons, une découverte exceptionnelle. Dans une autre mine, le petit André travaille toujours d'arrache-pied. Mais jusqu'à quel âge vivra-t-il à ce train-là? À l'époque, l'espérance de vie est de 51 ans pour les hommes, 53 pour les femmes. En décembre 1880, 3 jeunes filles parviennent à se faire inscrire à l'Université libre de Bruxelles. C'est une grande première. La même année, la Belgique fête le 50e anniversaire de son indépendance et s'offre pour la circonstance un palais, le cinquantenaire. Au château de Laeken, Léopold II est tout à son Congo. Plus rien ne l'arrête. En moins de 5 ans, il parviendra à ses fins. La constitution d'un nouvel État, 80 fois plus grand que la Belgique, l'État indépendant du Congo. Il en devient propriétaire en 1885 avec la bénédiction des grandes puissances. Le Parlement, prié de ratifier cette aventure, est désemparé. Les Belges n'ont aucune ambition coloniale, mais que leur roi devienne le souverain absolu d'un tel empire, cela dépasse leur entendement. L'appétit de Léopold II est vraiment insatiable. 1885 est une année terrible pour le monde ouvrier. La crise économique qui frappe la Belgique comme l'ensemble du monde industrialisé fait très mal. Nos exportations s'effondrent et les salaires sont au plus bas. Dans les charbonnages wallons, on ne travaille plus que 2 ou 3 jours par semaine. Au mois de mars, dans le Borinage, après un hiver glacial, 30 000 mineurs se croisent les bras pour protester contre leur salaire de misère. Le conflit s'éternise. Les grévistes sont affamés. Ils vont bénéficier de la solidarité des socialistes gantois du mouvement Vorreut. Leurs boulangeries coopératives connaissent un grand succès en Flandre. Elles vont fournir 30 tonnes de pain aux mineurs borins. C'est un événement majeur dans l'émergence du socialisme en Belgique. C'était effectivement une prise de conscience considérable de l'unité de la classe ouvrière dans le pays, de la nécessité de s'organiser. Partout en Wallonie, on va créer des boulangeries coopératives pour imiter les exemples de Bruxelles et de Gand. Et cela explique très largement d'ailleurs le succès des congrès de constitution du Parti ouvrier, puisque jusqu'alors, les Wallons, les organisations ouvrières wallonnes sont très réticentes à l'égard de la lutte politique. Et c'est dans ce mouvement de solidarité nationale que les organisations wallonnes vont participer à la création de ce parti. Le Parti ouvrier belge est créé le 5 avril 1885 au Café Le Cygne sur la Grande Place de Bruxelles. L'événement passe inaperçu. Et pourtant, il fera bientôt parler de lui ce parti qui réclame le droit de vote pour les ouvriers. Son mot d'ordre, c'est le suffrage universel. Parmi les fondateurs du POB, César de Pape, un médecin des pauvres qui se bat depuis très longtemps pour la réforme électorale. C'est aussi un théoricien qui joue un rôle important dans la Première Internationale. Il est un de ceux qui ont permis à Marx de faire triompher l'hypothèse collectiviste au sein de l'Internationale. En revanche, du point de vue politique, il va prendre très rapidement la voie de ce qu'on appelle un socialisme réformiste basé sur l'organisation, sur le développement de toute une série d'associations qui pourront, y compris au plan économique, les coopératives, prendre une place plus importante dans l'activité économique générale.
En mars 1886, Alfred de Fuisseau, un avocat borin, publie une brochure percutante, Le Catéchisme du peuple. Diffusé à 250 000 exemplaires, ce catéchisme rouge est un brûlot. Il aura un retentissement inouï dans le monde ouvrier, mais aussi dans les rangs des libéraux progressistes. Qu'est-ce qu'un esclave? C'est un être auquel on ne reconnaît qu'un seul devoir, celui de travailler et de souffrir pour les autres. À quoi reconnaissez-vous en Belgique l'homme libre de l'esclave? En Belgique, l'homme libre est riche, l'esclave est pauvre. Que faut-il donc pour faire d'un esclave un homme libre? Il faut lui donner le droit de vote, c'est-à-dire établir le suffrage universel. Le suffrage universel, voilà l'objectif. Mais comment y parvenir? De Fuisseau est persuadé qu'il n'y a qu'un seul moyen, la grève générale et immédiate. C'est ce qu'il pense, contrairement à beaucoup de ses camarades plus modérés du Parti ouvrier. Les événements vont lui donner raison. Au printemps 1886, on apprend par les journaux qu'une explosion sociale d'une rare violence a éclaté à Liège. Le 26 mars, dès 5 heures du matin, le bassin de Charleroi entre à son tour en ébullition. La grève tourne à l'émeute. Des verreries sont mises à sac. À Jumet, le château de l'industriel Baudou est incendié. Un homme à poigne est chargé de la répression. Le général Van der Smissen. C'est lui qui va rétablir l'ordre dans le pays noir. À la tête d'un contingent de 20 000 hommes, il fait ouvrir le feu sans le moindre état d'âme sur les ouvriers en colère. C'est un massacre. On dénombre 24 morts et des dizaines de blessés. Les jours suivants, des centaines de condamnations expéditives sont prononcées et les meneurs sont incarcérés. Mais les événements dramatiques de 1886 ne resteront pas sans lendemain. Dans une lettre qu'il adresse à Léopold II, le général Van der Smissen lui-même reconnaît la nécessité des réformes. Sire, ce qui m'a beaucoup frappé dans les conversations que j'ai eues un peu partout avec les ouvriers en grève, c'est l'air de conviction douloureuse et découragée avec lequel ils me déclaraient que personne ne s'intéressait à leur sort. Lorsque tout le monde se sera incliné devant le respect de la loi, je crois que le roi ferait bien d'ordonner la nomination d'une commission d'enquête. Elle serait chargée de faire rapport sur les conditions d'existence des travailleurs et ce qu'il conviendrait de mettre en pratique pour améliorer leur sort. Cette caricature en dit long. La pyramide du pouvoir tremble sur ses bases. La Belgique officielle va devoir faire des concessions. Le 9 novembre 1886, Léopold II déclare du bout des lèvres qu'il est juste que la loi entoure d'une protection plus spéciale les pauvres et les malheureux. La voie des réformes est bel et bien ouverte, mais pour qu'elle se concrétise, il faudra encore du temps. Du temps et quelques grandes manifestations pour la justice sociale et le suffrage universel. Messieurs, un peu de dignité, s'il vous plaît. Le scrutin est clos. Je vous donne lecture du résultat du... En avril 1893, un grand pas est franchi au Parlement. Au terme d'un compromis entre catholiques et libéraux progressistes, le suffrage universel est inscrit dans la Constitution. Mais il est tempéré par le vote plural. En clair, cela veut dire que certains électeurs auront plus de poids que d'autres dans l'isoloir. La proposition de loi est adoptée. Donc tous les hommes âgés de 25 ans disposent d'une voix, mais certains, ayant un certain diplôme ou exerçant une certaine profession, étant propriétaires et payant 5 francs d'impôt, étant pères de famille, disposent d'une voix supplémentaire jusqu'à un total de 3 voix. C'est donc un moyen de conservation sociale puisqu'on élimine les jeunes, ceux qui ne sont pas propriétaires, ceux qui ne sont pas pères de famille, c'est-à-dire ceux qui, notamment, lors des événements de 86, ont montré qu'ils étaient actifs dans le mouvement social. Quant aux femmes, les femmes, elles restent totalement exclues du débat politique. Elles devront attendre plus d'un demi-siècle pour pouvoir voter aux législatives.
Il n'empêche, la réforme électorale de 1893 est une étape importante pour notre démocratie. Dès l'année suivante, elle ouvre les portes du Parlement à 28 députés socialistes. La classe ouvrière a désormais voix au chapitre. La politique ne sera plus jamais comme avant. Un prêtre d'Alost, qui s'est résolument engagé en faveur de la réforme électorale, est lui aussi élu à la Chambre. Il s'appelle Dance. Il jette les bases d'un parti démocrate chrétien en canalisant le mécontentement des classes populaires. Le parti catholique et l'Église se déchaînent contre lui. Mais les choses bougent en Flandre. Des voix se font même entendre en flamand contre la suprématie du français. Le Nord sortira bientôt de sa torpeur. Notre pays a drôlement changé en moins d'un demi-siècle. La mode aussi. Dans la bonne société, on ne s'habille plus du tout de la même façon. Ceci, c'était en 1850. Ça, en 1870. Et voici 1894. L'élégance se libère des contraintes. On se décoince un peu. Dans les rues de Bruxelles, les premiers tramways électriques apparaissent. On y voit aussi d'étranges véhicules qui se déplacent sans chevaux. Des voitures automotrices. Un physicien belge, Joseph Plateau, découvre le phénomène de la persistance rétinienne. Son invention, le phénakistiscope, annonce la naissance du cinéma. Désormais, c'est avec le cinéma de l'époque que je vous raconterai l'histoire de Belgique. Avec des images d'archives inédites parmi les plus vieilles qui existent. Nous les avons conservées précieusement pour vous. À la semaine prochaine.